les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement. Malgré les conditions quelque peu calamiteuses des élections au cours desquelles c'est lui-même qui s'autoproclame nouveau président élu, c'est dans une certaine unanimité que la communauté internationale salue l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo. L'ancienne puissance coloniale est très visible, et l'ambassadeur de France est le premier diplomate reçu par Laurent Gbagbo, à la demande du chef de l'État ivoirien lui-même. Pendant les jours qui ont précédé et qui ont suivi la prise du pouvoir par Laurent Gbagbo, le Parti socialiste français est très présent à ses côtés. Guy Laberty, responsable de l'Afrique au Parti socialiste français, s'improvise conseiller en communication de Laurent Gbagbo. Et c'est souvent lui qui appelle les journalistes de la presse internationale sur place, en Côte d'Ivoire, pour proposer des interviews avec le nouveau président ivoirien. L'activisme du représentant du Parti socialiste français n'est pas totalement désintéressé. Au nom de la France-Afrique, terme qui désigne les relations mafieuses et ambiguës qui lient la France à ses anciennes colonies, les chefs d'États africains financent souvent, par le biais de rétrocommissions et autres formes de financements occultes, les campagnes électorales en France. L'arrivée au pouvoir d'un parti ami, qui plus est membre de l'Internationale socialiste dans ce qui est l'une des plus riches des anciennes colonies françaises, est perçue comme un véritable jackpot pour certains dirigeants du Parti socialiste français. Laurent Gbagbo est donc l'objet de toutes les attentions au 10 rue de Solferino, siège du Parti socialiste à Paris. À partir d'octobre 2000, Laurent Gbagbo souffre d'un déficit de légitimité qui ne le quittera plus. Laurent Gbagbo savait qu'il n'avait pas nécessairement le soutien de la majorité de l'électorat ivoirien. Il n'y avait pas eu une participation importante aux élections, précisément parce que Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié avaient été exclus de la compétition. Donc lorsque vous arrivez au pouvoir dans des conditions, dans de telles conditions, vous vous sentez finalement fragile. Et il y a eu du côté du pouvoir de Laurent Gbagbo une volonté finalement de s'imposer en utilisant la force très rapidement et évidemment à un moment donné c'est devenu, disons, une sorte de mode de survie de ce régime-là. Très rapidement après l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo, violation massive des droits de l'homme, xénophobie, arrogance des principaux responsables du régime vont rapidement ruiner le capital de sympathie dont jouissait ce leader de gauche, qui semblait bien parti pour incarner une nouvelle génération de dirigeants africains. Démocrate, patriote, intègre et décomplexé face à l'Occident. En tout cas, quelques semaines à peine après sa prise de pouvoir, c'est plutôt en effet par une certaine brutalité dans le verbe, mais également dans les actes, que Laurent Gbagbo se signale. Ce ne sont plus les penseurs du FPI qui déterminent sa politique, ce sont les crieurs du FPI qui déterminent sa politique, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les jeunes patriotes, armés de gourdins, de machettes, le verbe haut, extrêmement truculent, capable de toutes les voies de fait, inventant le fameux article 225, le prix du litre de pétrole, qui permet d'incendier ceux qui pensent différemment, terrorisant dans les cités universitaires, traquant les opposants au Front populaire ivoirien, y compris avec des armes blanches et des armes à feu. Tout le monde connaît l'épisode dit des escadrons de la mort. La semaine même de l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo, un charnier est découvert à Yopougon, dans la plus grande ville du pays. Toutes les victimes sont militants de l'opposition et originaires du Nord. Nous avons fait de l'alerte précoce. Nous avions déjà dit qu'un pays a besoin de justice. Et quand il y a des crimes qui sont commis, même si les acteurs sont proches du pouvoir, et il se trouve que c'était la gendarmerie nationale qui était impliquée, mais qui, à l'époque de l'accession de Laurent Gbagbo, avait soutenu ce dernier. Et il était difficile qu'il se retournât contre la gendarmerie.
avec la pression populaire et la pression internationale et celle de nos organisations, un procès a été organisé, mais dans l'enceinte même de la gendarmerie. Et les témoins avaient peur de s'y présenter et les gendarmes ont été relaxés. Je pense que ça a été le ferment d'une grave frustration qui va alimenter l'exigence de justice de certaines personnes du Nord. Escadron de la mort, charnier, fosse commune, exécution sommaire. Le vocabulaire du microcosme politique ivoirien vient de s'enrichir de nouveaux mots avec l'arrivée de Laurent Gbagbo au pouvoir. Le massacre de Yopougon est généralement considéré comme l'acte fondateur du régime de barbarie et de terreur du pouvoir de Laurent Gbagbo. Des formations politiques de la gauche française, pourtant en alliance avec le parti de Laurent Gbagbo, et qui avaient salué son élection à la présidence de la République, s'inquiètent et donnent l'alerte. Mais c'est avec arrogance et condescendance que répond souvent le nouveau pouvoir ivoirien. Alors, Noël Mamère est un député qui appartient à un parti minoritaire en France, lequel parti n'a aucun expert dans les questions africaines, encore moins dans les questions ivoiriennes. Il profère des accusations graves contre le régime sans aucune preuve, sans un début de preuve.